Salut, c'est Photosaurus, bienvenue sur Cosplay et compagnie. L'épisode qui va suivre a été enregistré en live sur Twitch. Du coup, nous allons souvent évoquer des éléments visuels ou alors des interactions qui ont lieu avec les personnes présentes dans le chat. Si vous nous écoutez en audio sur les plateformes de stream, nous essaierons au maximum de décrire ce que nous voyons. Et sinon, les épisodes sont dispo en vidéo sur YouTube et aussi sur Spotify. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Et c'est parti, nous voilà en live sur Twitch avec notre invité du jour, Enlina. Hello! Hello, bonjour. Merci d'être là, ça fait plaisir de te recevoir pour parler d'un truc qui te passionne. Merci à toi de me recevoir sur ta chaîne, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Comme je disais juste avant qu'on lance le stream, je trouve le projet du podcast autour du cosplay hyper intéressant et hyper innovateur, donc je suis très contente d'être là, merci. Ouais, ça fait super plaisir et je pense que les auditeurs et auditrices seront contents parce que dans les petits stickers de sondage que j'ai déjà partagés sur Insta, qui rêveriez-vous d'entendre sur le podcast, ton pseudo est revenu plusieurs fois. Donc, C'est trop gentil. C'est parce que je parle tout le temps, voilà. Ils ont l'habitude maintenant d'avoir ma voix. On me C'est reconnaît ça. à ma voix, c'est un délire. C'est vrai? Ouais, plus qu'à mes cosplays, on me reconnaît à ma voix. C'est pas mal. Une voix qui berce peut-être, ça plaît aux Je sais gens. pas, je la trouve pas si agréable que ça, mais écoute, on va dire que c'est ça. Quand on se lance de toute façon dans le podcast ou dans le stream et qu'on écoute sa propre voix, ça fait toujours un peu mal. Ouais. OK, alors, du coup, on va parler, un petit peu de toi. On va partir sur le principe que certaines personnes ne te connaissent pas, on va quand même te présenter, même si en général, quand on suit le cosplay français, on connaît Enlina. C'est gentil. Heu, Hop là, c'est le Photosaurus du montage. Vous savez, celui qui intervient quand il y a des problèmes techniques, ça faisait longtemps que vous m'aviez pas entendu. J'interviens déjà sur cet épisode parce qu'on a eu une petite coupure sur Twitch et on a loupé l'enregistrement de la présentation d'Enlina. Donc je vous la fais en résumé. Enlina est cosplayeuse en région parisienne. Ça fait une quinzaine d'années qu'elle est cosplayeuse et on peut la retrouver assez facilement sur pas mal de supports. On retrouve son travail sur Instagram, donc avec son compte Enlina où on peut voir ses cosplays. Il y a son compte aussi Enlina Props où elle parle de ses créations 3D. Ça, on va en parler tout au long de l'épisode. Et enfin, sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch, mais ça, elle vous en parle juste après puisque l'enregistrement a repris. On appelle ça du props making. Mmh. Tout ce qui est accessoires, les armes, peut-être des petites épaulettes, des petits détails, des petits bijoux, donc tout ce qui s'apparente plutôt en fait, oui, aux props, aux petits éléments de cosplay et pas forcément aux grosses armures. Et depuis 2014 ou 2013, je crois, j'ai ouvert une chaîne YouTube avec pour ambition de pouvoir partager autour du cosplay, principalement avec plutôt la nouvelle génération pour pouvoir les aider à comprendre ce qu'est le milieu, les aider à commencer, à s'intégrer au milieu du cosplay, avec vraiment l'envie de proposer un contenu qu'on n'avait pas jusque-là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaîne YouTube cosplay, surtout francophone, Oui. et de pouvoir les accompagner tout au long, on va dire, de leur lancement dans le cosplay et donner aux gens un peu une sorte de chemin ou de modèle pour pouvoir que eux s'éclatent et trouvent aussi leur propre cheminement dans le cosplay. Ce qui, moi, j'ai trouvé grâce au cosplay, j'avais envie de leur donner à travers ma chaîne YouTube. Et donc, de fil en aiguille, je suis partie sur Twitch, qui permet d'avoir ce lien-là, mais encore plus, comment on appelle ça, de manière encore plus directe et chaude, ce que j'appelle du contenu à chaud, c'est-à-dire que les gens peuvent réagir et du coup peuvent être directement avec moi, me poser des questions et on est sur un contenu beaucoup plus interactif et donc qui me plaît plus et me correspond plus parce que je suis très bavarde et surtout j'aime bien échanger avec les gens, je suis passionnée par plein de choses et passionnée par le cosplay mais pas que, et le Twitch me permet cette versatilité que j'avais pas forcément sur Instagram qui me cantonne beaucoup à l'image de cosplayeuse qui est pas forcément l'image qui me convient le mieux. D'accord. Voilà.
Et du coup, sur Twitch, tu partages aussi d'autres choses? Je t'ai déjà vu en train de jouer à Zelda, par exemple, récemment. Ouais, Est-ce que tu es je de joue beaucoup. continuité? En fait, mon but, c'est que mon Twitch soit plus gaming, mais j'ai quand même une grosse partie cosplay. Normalement, j'ai un stream de craft par semaine au moins pour pouvoir quand même OK. rassembler au côté cosplay. J'ai un stream de ce que j'appelle du react, c'est-à-dire qu'on regarde soit des concours cosplay, soit des émissions qui sont en lien avec la création, l'art en général. Donc là, on est sur du cosplay, on a fait Heroes of Cosplay, on a terminé il y a 2 semaines. On a commencé une nouvelle série qui s'appelle Cosplay Mêlée. Et l'idée, c'est d'aller après sur Face Off, qui est une émission sur les effets spéciaux et le cinéma, moi, qui me Ouais. passionne. OK. Et après, j'ai des streams de jeux vidéo. Et effectivement, je suis beaucoup sur Zelda parce que c'est une grosse part de ma vie. Je suis tatouée avec un gros tatouage de Zelda. J'ai fait, je sais pas combien de tenues de Zelda. Enfin, c'est une obsession chez moi. Donc, je joue à Zelda et à Stardew Valley en ce moment. Voilà. C'est J'ai mes vu deux ça, petits c'est vrai. univers. Le jeu de la détente absolue. C'est ça, un peu chill. Enfin, c'est un peu je dirais mon univers côté un peu fantasy, chill et avec des petites fées des bois et tout. Enfin, c'est un peu cliché, mais c'est un peu mon délire. Et voilà. Et aussi, j'ai 2 stars sur Twitch à la maison, c'est mes 2 chats, qu'aujourd'hui j'ai enfermés dehors, mais c'est 2 petites stars ici. Et la troisième star, c'est mon conjoint qui s'appelle Valentin, qui est sur le chat, à ce que j'ai vu, Salut à toi, Valentin, j'ai vu que tu étais là. qui est photographe cosplay, du coup, donc collègue de toi. Et qui m'aide énormément aussi dans mon quotidien, que ce soit au niveau du stream, au niveau des vidéos YouTube, parce que par son parcours de photographe, forcément, il a une idée d'image. Technologiquement, on va dire, il m'aide beaucoup parce que moi, je suis une boomer de ce côté-là. Et en impression 3D, du coup, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai aussi développé une boutique liée à l'impression 3D et tout un business, on va dire, lié à l'impression 3D et le cosplay. Et ça a été possible grâce à ma rencontre avec Valentin. Parce que moi, j'avais les compétences artistiques et lui avait les compétences techniques. Mmh. Donc, en On fait, va c'est y revenir. vraiment à 2. Voilà. Ouais, ça marche. OK, et du coup, ton style de cosplay, tu aurais un mot qui définirait ton cosplay, ta façon de cosplayer? Bah, on m'a dit que j'avais un style fantasy. Je pense que je suis assez d'accord avec ça. Je m'apparente plus à un style héroïque fantasy. Je pense que oui, je fais d'autres choses. Je peux faire de la SF, j'ai fait beaucoup de comics dans ma jeunesse. Je peux faire voilà d'autres univers, mais je pense que 80% de mes costumes, on peut considérer que c'est de l'heroic fantasy, du Seigneur Mmh. des Anneaux, du Zelda, du jeu de rôle du Donjon Dragon, donc du Critical Role et tout. On est vraiment sur de l'heroic fantasy pur et dur, et c'est ce que je OK. pense j'aime le plus. Ouais, ça c'est aussi ce que j'aurais dit en voyant ton travail. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Et du coup, tu l'as dit, on peut te retrouver, sur Insta, sur YouTube, tu es, à Twitch, et tu as ton site web dont on va Ouais, je parler suis après. partout. Ouais, En bah, fait, c'est bien. en tout, j'ai 3 comptes Instagram. Donc j'ai mon compte Nina, j'ai mon compte de boutique, on va dire, qui est vraiment lié à l'impression 3D, au props Mmh. making, qui s'appelle Nina Props. J'ai un compte complètement alternatif qui n'a rien à voir avec Nina et Nina Props, du coup qui est sous un autre pseudo qui est pour plutôt du côté hero cosplay, donc ça c'est encore autre chose. Après j'ai un TikTok que je mets à jour, mais globalement c'est mes contenus des autres réseaux qui vont sur TikTok. J'ai pas un OK. contenu spécifique TikTok. Et après, j'ai des contenus très spécifiques sur Twitch, sur YouTube, où je sors une vidéo par semaine sur YouTube, ce qui demande beaucoup de travail. Et j'ai mon J'imagine. site web qui est le site, en fait, qui est pour moi la principale source, enfin la chose la plus importante de toute ma présence internet, parce que c'est là où il y a ma boutique, mais c'est là aussi où il y a tout ce qui est guestbook, tout ce qui est commission, enfin tout ce qui Mmh. est plutôt relatif au business et donc qui est important pour moi. Évidemment. OK, bah, ça, on va y revenir aussi, c'est important, je pense, dans la façon dont on traite les infos. Bien sûr. Et du coup, tu nous l'as dit, tu ne travailles pas seul, ton conjoint, est là pour t'aider sur le côté technique, tu l'as dit, Exactement. et on pourra en reparler aussi, mais je pense, comme tout entrepreneur, le côté moral est hyper important. Oui, bah, je pense que la Nina que je suis aujourd'hui n'existerait pas si Valentin n'était pas là. J'en suis persuadée. Et c'est pas pour m'enlever mon travail ou quoi que ce soit. C'est que ça, j'aurais pas pris le même chemin du Mmh. tout. Ouais, ça se
Je l'entends assez facilement, étant, moi-même, entrepreneur, on sait à quel point, le soutien et les avis des fois, même les petits conseils, peuvent nous faire, les bons choix. C'est ça, l'entourage est très important Ouais. dans l'entrepreneuriat et surtout l'entourage proche. Et les personnes à qui on se confie, c'est très très important. Qu'elles soient aussi dans la même optique, on va dire, que nous et comprennent surtout nos besoins. Mmh. C'est ça. Alors du coup, on va parler d'impression 3D. Alors, je te propose qu'on fasse ça en 2 parties. Hein. Il va y avoir une première partie où on va un petit peu expliquer ce que tu fais, expliquer ce que c'est l'impression 3D. On va partir du postulat que peut-être des gens ne connaissent pas ou ne savent pas bien ce qu'est, l'impression 3D. Donc on va essayer, on fait toujours ça dans le podcast, on essaye d'expliquer au max, Mmh. pour, justement ce que j'aime bien aussi dans ta démarche, c'est d'expliquer ça aux jeunes qui arrivent, tu l'as dit. C'est qu'on peut un peu donner, nos expériences et cetera et ça passe souvent par des bonnes définitions. Heu, des fois par manque d'informations, on va dans le mauvais sens, donc si on définit bien les choses, je pense que c'est important. Donc du coup, si on devait définir l'impression 3D, qu'est-ce que tu dirais? Comment c'est quoi? Alors, je vais essayer d'expliquer de la manière dont j'explique en convention, parce que c'est vrai Ouais, que j'ai beaucoup de conférences sur l'impression 3D, donc je m'adresse forcément à des familles, donc j'ai une manière maintenant, je commence à roder l'explication. ouais, Donc, l'impression 3D, c'est une technologie, une technique qui existe depuis des années et des années. On a l'impression que c'est récent parce que c'est récent qu'on en voit de plus en plus dans les foyers, on va dire dans les maisons. mmh, Mais ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Ce qui explique qu'on en a aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, c'est que les brevets techniques en fait sont tombés dans le domaine public. oui, Donc globalement, tout le monde peut avoir une imprimante 3D et tous les constructeurs peuvent en construire. Donc c'est beaucoup plus facile d'en avoir chez soi et ça a baissé les coûts des imprimantes 3D. Globalement, c'est ça. Mais ça veut dire que c'est une technologie qui est plus ancienne que ce qu'on pense et où on a eu beaucoup de personnes de différents corps de métier qui ont travaillé avec, en particulier l'architecture, la médecine, l'ingénierie, etc., etc. Et donc cette technique, ça consiste en quoi? Ça consiste à imprimer en volume un objet, un fichier numérique. Ça marche de différentes façons en fonction du type d'imprimante, mais l'imprimante la plus courante et répandue dans le cosplay, c'est ce qu'on appelle des imprimantes FDM, dont le principe, c'est qu'on a une partie de l'imprimante, une tête de buse, dans laquelle on va mettre un filament, donc un plastique. La tête de buse, donc un petit truc, va chauffer très très fort, vraiment très très fort, et donc en chauffant, on va faire fondre le plastique. En faisant fondre le plastique, on va pouvoir faire des couches très fines de plastique qui vont s'empiler les unes des autres et petit à petit créer du coup un volume. En fait, moi j'aime bien comparer ça avec l'idée où on prend un paquet de feuilles, on a 100 feuilles à 4, donc on a un paquet épais, on a un volume mmh. en ayant superposé plusieurs feuilles. Bah, c'est le même principe en fait, on va superposer plusieurs feuilles de plastique dans ont toute une forme particulière pour créer un volume en 3D. Donc ça, c'est vraiment l'impression 3D, c'est imprimer en volume à l'aide d'une machine un fichier qui n'est pas tangible, qui est numérique. C'est plus complexe du coup et plus technique qu'une imprimante à encre. Bien entendu, on n'est pas sur la même technologie, mais on peut imaginer que c'est comme si on imprimait plein de fois une feuille et qu'on superposait. Et du coup, on a plusieurs types d'imprimantes. Donc, comme je disais, on utilise beaucoup les FDM qui sont les plus accessibles. Oui, On a aussi des imprimantes résine dont la technologie est un peu différente, mais on retrouve ce système de couches. Mais par contre, on est sur quelque chose, une technique beaucoup plus toxique qui demande plus de préparation, plus de protection, etc. Et, et après, on a différentes tailles d'imprimantes. Ça peut aller d'une toute petite imprimante, on va dire, d'un plateau de 10 cm par 10 cm à des imprimantes gigantesques. Mais en général, c'est pas un citoyen lambda qui va avoir une grosse imprimante incroyable. Globalement, la moyenne, on considère que c'est 20 cm par 20 cm le plateau, jusqu'à 20 cm de hauteur. OK, donc ça sera, on va en reparler plus tard, mais c'est une des limites de ce que tu peux imprimer, ça sera plutôt, du 20 par 20 quoi. C'est la moyenne, enfin, en fait, c'est vraiment la moyenne. Globalement, quasi tout le monde a une imprimante comme ça. C'est rare qu'on ait OK. plus petit. Du coup, donc quand on imprime en 3D, il faut un fichier qu'on met dans l'imprimante 3D, un fichier numérique, qui Mmh. est comme un JPEG, mais pour de la 3D. Donc on connaît tous le JPEG ou le PNG, enfin voilà, Ouais, les formats d'images habituels. Bah, c'est un peu ça, sauf que c'est un point STL. Et du coup, c'est un fichier avec un objet en volume dedans. Et donc cet objet en volume, moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est tout le principe de mon business, c'est qu'en fait, j'ai une
technicité qui est que je sais faire de la sculpture numérique, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ce fichier-là, moi, je les adapte pour des imprimantes de 20 par 20 parce Ok, que c'est la base pour les gens. Mais nous, par exemple, nos imprimantes sont un peu plus grandes. d'accord. Ok. Et du coup, en termes de matériel, j'imagine que tu as plusieurs imprimantes. Tu parles de nos imprimantes, tu en as plusieurs. Oui. Ouais, on a une pièce qui est un atelier 3D. Ok. Donc, on a une pièce dédiée en fait à l'impression 3D. Donc, comme ça change en plus parce que forcément on change parfois de technologie et tout, on a 2 imprimantes de 20 par 25 par 20. Mhm. Ouais, c'est ça, 20 de hauteur, 20 de large et 25 de long. On en a 2 comme ça. On en a une qui est plus grande, donc c'est globalement 25 x 25 x 30 en hauteur. Après, on en a une très particulière qui est sur un tapis roulant. Donc, ça permet d'avoir la longueur à l'infini. Donc, la D'accord. largeur, c'est 20 cm max. La hauteur, c'est pas beaucoup plus, c'est 15-20 cm max. Par contre, la longueur, on l'a à l'infini, ce qui est vachement bien pour des lames d'épée, par exemple. Du coup, Et l'objet se déplace au fur et à mesure de l'impression, c'est c'est ça? ça. En fait, Excellent. le tapis roulant va se déplacer au fur et à mesure de l'impression. Et contrairement aux imprimantes normales où on imprime, en gros, la buse elle est perpendiculaire Oui. au plateau. Sur une imprimante avec le tapis roulant, la buse elle est à 45 degrés par rapport au plateau et donc parce que comme ça se déplace, ça s'imprime de manière on va dire penchée. Donc ça Ok. change aussi le sens des couches, ce qui peut être intéressant, mais ça c'est vraiment très technique, donc je vais pas rentrer dedans. Et après, on a 2 imprimantes résine, une petite qu'on n'utilise plus, et on en a racheté une récemment qui est plus grande et qui fait du 12 par 18, je crois. D'accord. Et l'imprimante résine, c'est le produit est en bac, c'est ça? C'est un liquide? C'est ça. Ok. Celui-là, notre imprimante résine, c'est ça. On a la résine en fait en bas dans un bac. On a le plateau qui se met dedans et en fait, le plateau va monter et la résine se rigidifie avec une sorte de lumière. Et en Mhm. fait, ça va faire des points de lumière là où il faut que ça se rigidifie et le reste de la résine reste dans le bac. Là, je vulgarise beaucoup, mais c'est l'idée. Bah, je trouve qu'il y a ces machines-là, quand on les voit fonctionner en time-lapse, il y a vraiment un côté science-fiction de l'objet qui Oui. sort du bain, c'est Ouais, fascinant. ça sort du bain et puis c'est dégoulinant. Et puis il y Ouais. a les supports. Donc les supports, c'est ce qui permet de supporter les volumes qui volent en fait globalement, qui ne sont pas accrochés au plateau. Oui. Les supports, ils ont un côté un peu arborescent. Du coup, c'est encore plus organique. C'est un Ah, peu bizarre. C'est très vrai que c'est assez. organique, ça fait un peu alien, ouais, Ouais. c'est spécial. OK. Et du coup, du point de vue de ton activité, à quel moment tu as décidé de te lancer dans l'impression, dans les props? Il te manquait quelque chose? C'est Ouais. Ah, ça a été. Alors, en fait, il y a plusieurs cheminements. Bon, dans ma vie, j'aime bien dire ma vie chaotique. J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. Avant d'être prof, parce que j'ai été prof très longtemps, avant d'être prof, j'ai été graphiste pour les jeux vidéo, enfin modélisatrice 3D pour les jeux vidéo. Donc, c'est là où j'ai appris à sculpter, en fait, de faire des sculptures 3D. Je Mmh. faisais des armes, justement, des décors de jeux vidéo pour le jeu Evoland, pour ceux que ça intéresse. Evoland 2, pas le 1. Et bref, du coup, j'avais ça. Et à l'époque, j'étais avec quelqu'un d'autre que Valentin. Et déjà à l'époque, je m'étais dit, mais tu te rends compte, ce serait trop stylé si les trucs que je fais en 3D, je pouvais les avoir en vrai. Sauf qu'à Ouais. l'époque, c'était vraiment le balbutiement des imprimantes 3D dans les foyers, s'il y a longtemps. Ça n'existait pas. Les cosplayers n'avaient pas d'imprimante 3D. Et mon ex trouvait que c'était une idée nulle. Et moi, j'étais vraiment, enfin, c'est une idée qui m'est toujours un peu restée dans ma tête, en me disant quand même, il y a un truc, parce que ça commence à apparaître les imprimantes 3D. Et dans le cosplay, par exemple, moi, j'ai jamais trop aimé travailler la mousse. J'habitais dans des petits appartements parisiens. Travailler la mousse, c'était compliqué, Ouais, c'était c'est sûr. toxique. Enfin, c'était pas une matière à l'époque où je me sentais très à l'aise de travailler avec. Et ça me bloquait dans mes projets. C'est-à-dire que je savais jamais comment faire mes épées. C'était toujours une tannée pour moi de travailler des accessoires. Et ça me semblait genre un peu, ça serait trop bien si ça marchait, ça me simplifierait la vie. Bref, les années passent, je me sépare de cet ex-là et je rencontre Valentin. Et en fait, Valentin, il est ingénieur. Et Valentin, il a une imprimante 3D. Et a travaillé avec l'impression 3D dans ses études. Il a fait des prototypes de voitures en imprimante 3D, tout ça, tout ça. Et du coup, on commence à en discuter. Et, je lui présente, enfin, je lui explique que voilà, moi, je sais modéliser, en fait, je sais faire des trucs, même si je n'y avais pas touché depuis quelques années parce que j'étais prof. Je savais bidouiller des trucs en 3D. Et c'est comme ça qu'on a commencé à imprimer pour moi d'abord.
Ok. Voilà. Donc le premier truc qu'on a fait, si je dis pas de bêtises, c'est la c'est du Zelda, bien sûr. Du coup, c'est la harpe de Sheik et ses dagues. Ok. Je crois que c'est ça, les tout premiers trucs qu'on a imprimés. Et très rapidement, on s'est rendu compte en fait de l'intérêt que pouvait avoir le monde du cosplay pour ce que je faisais. C'est-à-dire que, en fait, oui, j'avais pas de système de découpe. Fallait pas que, enfin, ceux qui savent pas couper comme moi j'ai du mal à découper droit, bah en fait, on enlevait toute l'histoire de couper, coller, poncer. Si tu ponces, mais c'est très différent comme technique de ponçage et c'est moins salissant. Enfin, il y avait plein de choses. Je me disais, mais en fait, c'est un banger quoi. Genre, c'est une dinguerie ce qu'on est en train de faire et faut qu'on en fasse profiter les autres. Et donc c'est comme ça que je pense 1 an après, on décide de faire une structure autour de ça. Ok. Et c'est vrai que c'est pour ça que je te pose la question s'il te manquait quelque chose, parce que souvent les bonnes idées de choses qui explosent comme ça, c'est parce qu'on a soi-même un manque et on se dit là, faut y aller, quoi. Ouais, bah, c'était vraiment une frustration du travail de la mousse qui, moi, me correspondait pas. C'est la grande époque du Worbla aussi. Ouais. Et moi, je trouvais pas mon compte là-dedans. J'ai jamais été, surtout plus jeune, à l'aise avec ça. Et j'ai beaucoup de problèmes avec les poussières et tout. Enfin, c'est des trucs qui me triggerent un peu. Et du coup, j'aime pas travailler. C'est pas une matière voilà, avec laquelle j'aime bien travailler. Et voilà, c'est le retour de Photosaurus du montage. Vous le savez, si je suis là, c'est qu'il y a un petit souci technique. Il me manque un tout petit bout du live qui a un peu grésillé. Donc Enlina nous expliquait que sur son site, elle propose plusieurs services. Le premier service, c'est des fichiers qui sont déjà tout prêts, des fichiers disponibles au téléchargement, qu'elle a modélisés elle-même par pur kiff, comme elle nous a dit, sur des items ou des props qu'elle avait envie de faire elle-même. Et du coup, les personnes peuvent les acheter, les imprimer eux-mêmes sur leur propre imprimante. Le deuxième service, ça sera de retrouver ces mêmes fichiers imprimés, donc ils peuvent les commander en physique. C'est Enlina et Valentin qui les impriment chez eux et les envoient avec les frais de port. Après, il y a un troisième service qui est la commission. Ok. Les gens me contactent directement et me disent, bah voilà, moi je veux telle arme, je veux soit que le fichier, soit que l'impression, soit je veux les deux, soit je veux carrément tout le truc fini, c'est-à-dire avec la peinture, le ponçage, tout ça. Il y a plusieurs types de finitions possibles. Et là, dans ce cas-là, c'est du travail, c'est de la prestation de service, donc on est vraiment au cas par cas. Du coup, j'allais te demander si tu vendais plutôt en France, plutôt international, parce que du coup, les fichiers 3D, les fichiers informatiques, ça se vend facilement un Ouais. peu partout. Alors déjà, j'ai mon site, j'ai pas dit tout à l'heure parce que c'est pas forcément quelque chose que je mets en avant, mais j'ai un Etsy aussi. Oui. C'est juste que je préfère vendre sur mon site que sur Etsy, donc c'est pour ça que je dis pas forcément que j'ai un Etsy. Mais Etsy, il y a quand même une marketplace assez intéressante. Et du coup, sur Etsy, par exemple, je vends beaucoup aux États-Unis, quasi que là-bas. Ok. Je dirais 80-90% de mes ventes sur Etsy, c'est des Américains. Donc j'ai une grosse clientèle américaine. Après, sur mon site et en termes de commission, on est sur une clientèle très européenne, très française et allemande. En gros, c'est France, Allemagne, Italie, je dirais, les 3 plus gros acheteurs de Ok. mon côté. Surtout pour les kits imprimés, j'en vois énormément en Italie et en Allemagne. En France aussi, bien entendu, parce que les frais de port en France, ça reste 5 euros, donc c'est attractif. Comparé aux autres boutiques d'impression 3D, les plus importantes, les plus connues, ça reste des canadiennes. Donc les frais de port sont à 30-40 euros, donc Oui. forcément, ils viennent plus facilement chez nous. Et en numérique, ouais, c'est le monde entier. Bah, j'ai même vu la dernière fois passer, j'ai vendu quelques fichiers en Australie. Je regarde tous les pays à chaque fois. La Corée du Sud, j'en vends pas mal au Japon. En fait, ça dépend des licences aussi. D'accord, ouais. Et du coup, ouais, forcément, un fichier 3D, c'est, j'imagine, un peu automatisé. Les gens achètent et ils reçoivent leur fichier Exactement. En fait, c'est directement. le mieux. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs pour ceux que Mhm. ça intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, le travail est fait avant. Après, je le mets en ligne. Donc, globalement, ma fiche produit, tu as la description, tu as les photos et tout. La personne achète le fichier et tout de suite, elle a un lien de téléchargement parce que le fichier est sur le serveur. Et elle a tout de suite accès au fichier et le télécharge. Donc, moi, j'ai rien à faire. C'est vraiment du revenu pur passif, c'est-à-dire que j'ai pas de main-d'œuvre du tout. J'ai même pas à envoyer un lien. Ça se fait automatiquement. Ouais. Et du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le monde de l'entrepreneuriat, avoir une entreprise avec des revenus passifs, c'est important parce que on peut pas toujours travailler 24 heures sur 24. Oui. Et bah, du coup, ça permet de
pouvoir faire d'autres choses, de proposer d'autres choses, parce que, mine de rien, le temps que tu vas passer sur la modélisation, etc., c'est pas, C'est ça. tu ne fais pas rien quand tu vends un fichier 3D, quoi. Non, en fait, le revenu passif, c'est surtout dans mon cas, c'est essentiel parce que en fait, la modélisation, ça prend énormément de temps, mais c'est intangible. Hmm. C'est un fichier qui n'existe pas en soi. Donc c'est très important que je puisse les revendre. Après, c'est des revenus passifs, mais on est sur des sommes vraiment peu importantes. Donc en fait, t'es obligé d'en vendre une quantité certaine pour pouvoir à peu près retomber sur tes pattes. Ouais. C'est juste que au lieu de passer, on va dire, 30 minutes à chaque vente pour vendre ton truc et que ce soit là considéré comme du travail, bah moi, j'ai peut-être passé 8 heures, peut-être 15 heures, peut-être 20 heures avant sur mon fichier et ensuite je le vends. Voilà. Mais Yes. c'est très important. Et c'est aussi important de le dire parce que je trouve qu'on entend un peu trop souvent sur ce genre d'activité que c'est facile parce que ça part tout seul, etc. Et, Ouais, non, ce serait bien si c'était si facile. Non, en mais fait, c'est surtout que c'est important parce que ça te libère aussi. En fait, tu as des fichiers qui vivent juste le temps de la sortie, on va dire, sur une traîne, Mhm. mais tu as des fichiers qui vivent sur du long terme. C'est-à-dire que je les ai faits il y a 3 ans, ils se vendent encore, tu vois. Et c'est grâce à ça que je peux stabiliser un tout petit peu mon revenu, Mm. ce qui me permet justement de prendre plus de commissions en fait, ou C'est ça. de pouvoir proposer plus de services, parce que à côté, je peux m'assurer un minimum d'argent par mois. Et comme c'est mon activité à plein temps maintenant, en fait, sans ça, mon entreprise n'existerait pas. Sans ça, j'aurais un boulot de moldu, quoi. Ouais. Et du coup, tu ferais moins de commissions, moins de modélisation pour le futur. C'est ça. Enfin, je sais pas si j'utilise le bon terme, modélisation, c'est ça? Si, ouais, en fait, personne n'est d'accord sur le terme. Donc moi, Ok. quand j'ai appris dans mes études, on m'a toujours dit que j'étais modélisatrice, que je faisais de la modélisation. Mais maintenant, aujourd'hui, on parle beaucoup de design 3D. Ok. Euh, Moi, je dis un modèle 3D, donc de la modélisation. Mm. La sculpture, je trouve que ça parle bien aux gens qui ont aucune idée de ce que c'est. Oui. Parce qu'on sait ce qu'est de la sculpture, donc je trouve que le mot est bien approprié de ce côté-là en vulgarisation. Ok. Et du coup, quand on achète un fichier STL, c'est ça? Ouais. On le reçoit. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il faut une imprimante pour pouvoir l'imprimer? Ouais, en fait, quand tu achètes un fichier STL, bon, chez nous, parce que c'est pas le cas chez tout le monde, moi je mets un point d'honneur à ce qu'il y ait toujours des instructions d'impression. C'est-à-dire qu'en fait, je te fournis un PDF très complet avec en gros globalement nous quel réglage globalement on a utilisé pour imprimer le fichier. Mm. Si, comme on expliquait en début d'impression 3D, tu as un plateau petit, donc les accessoires ils sont souvent plus gros, donc c'est-à-dire qu'il y a une notice d'assemblage. Comment tu vas assembler ton props, parce que Ouais. bah, dans une imprimante de 20 par 20, tu fais pas rentrer je sais pas, un gun de 30 cm, tu vois, donc il faut au moins 2 morceaux, voire plus. Donc moi, il y a toute une partie sur comment tu assembles, de quoi tu as besoin pour assembler, de la colle, peut-être une tige en métal, peut-être ceci, cela. Ok. Et tous mes PDF, à la fin, il y a 2 slides, enfin 2 pages, qui sont globalement comment tu travailles l'impression 3D après, donc comment tu penses, comment tu peins, comment tu vernis, tout ça, et un lien vers tous les produits que l'on utilise pour travailler l'impression 3D. Ok. Tu reçois, tu as normalement tous les réglages enfin, en tout cas les instructions globales pour imprimer. Par contre, tu as besoin de l'imprimante 3D. Donc, soit toi, tu as déjà ton imprimante 3D et j'espère que tu sais l'utiliser et du coup, ça va bien aller. Soit tu as des potes qui ont une imprimante 3D, tu imprimes chez tes potes. Soit tu peux le faire imprimer dans un Fab Lab ou par une autre entreprise d'impression locale. Ok, ouais. Et dans ce cas-là, c'est eux qui vont te l'imprimer et te facturer uniquement l'impression. D'accord. Et bah, moi, pour déjà avoir acheté des patrons, c'est hyper, j'approuve, c'est hyper appréciable d'avoir les conseils du créateur ou de la créatrice. Ça aide beaucoup, quoi. Ouais, bah en fait, moi j'achète beaucoup de modèles aussi, forcément, parce que bah, mon métier c'est d'en faire, donc c'est aussi important on va dire que je vois ce qui se fait. Mhm. Et puis comme on a des commissions d'impression, c'est-à-dire c'est des gens qui ont acheté des modèles, mais ils n'ont pas d'imprimante, donc moi je leur imprime. Je vois comment font les autres, et entre ceux qui font l'effort de faire justement qui t'expliquent comment t'imprimes, puis qui ont aussi un système de nomination clair des fichiers, Oui. parce que parfois tu as 30 fichiers, donc les 3/4 des gens ne nomment pas très bien leurs fichiers, je trouve, et du coup j'étais perdue dans tous ces fichiers. Mm. J'adore les personnes qui font un effort, voilà, de t'expliquer,
En fait, en gros, pré-mâcher le travail, ce qui est normal à mon sens. Comme Ikea te met une Oui, notice pour monter, bah pour moi, c'est le même principe. Et ça, c'est très important parce que en plus, si tu mets pas ça, bah, ça se trouve, les gens, ils vont mal imprimer et après, ils vont penser que c'est ton modèle peut-être qui a c'est défaut. ça. Alors qu'en fait, c'est souvent, trois quarts du temps, c'est question de settings, en fait, d'imprimante ou une question de qualité de filament. Ok. Et c'est vrai que l'exemple d'IKEA que tu utilises, c'est, je pense, un très bon exemple parce que ils doivent aussi beaucoup leur succès à la facilité de montage et du coup, les meubles sont bien montés, quoi. Donc, ils C'est sont. ça. Mais même le parallèle, tu peux le faire avec les patrons de couture. Oui, Je pense qu'un patron 3D, c'est proche d'un patron de couture. Bah, un patron de couture, si t'as pas les notices pour monter ton patron, bah, tu peux être bien embêté, surtout si t'es débutant. Quand t'es confirmé, en fait, tu sais au bout d'un oui, tu as moment les faire. codes, ouais, c'est clair. C'est ça. Moi, je peux me passer de notices d'impression, tu vois, mais quand t'es débutant, t'as besoin de ça et la majorité des personnes qui achètent tes modèles, c'est des débutants. Oui. Ok. Et du coup, quand on commande des impressions toutes faites, parce que tu en envoies aussi, tu envoies ça, c'est déjà poncé, ou alors il faut savoir poncer, il faut savoir peindre, comment ça se passe? Non, c'est complètement brut. Ok. C'est-à-dire, c'est pas pensé, c'est juste ce qu'on appelle nettoyer, c'est-à-dire qu'on a enlevé tous les supports, donc tout ce qui permet à l'impression de bien se faire. Toutes les petites Donc tiges là qui dépassent, c'est ça, ouais. toutes les petites tiges, les petits et voilà, tout ce qui soutient l'impression, donc c'est nettoyer, mais c'est pas poncer parce que si je proposais, enfin si je ponçais, ça augmenterait mes prix, ça les triplerait, je Oui, pense. Parce qu'on forcément. rentrerait dans de la main-d'œuvre en fait. Mm. Alors que quand je te vends le modèle imprimé brut, bah, je pense que l'huile de coude, tu l'as et que je pense pas que les gens ils soient prêts à rajouter 200 € à leur kit juste pour que je leur ponce, tu vois. Bien sûr, ouais. Ok. Et après, en termes de peinture, ça demande, je pense, une compétence aussi qui est assez différente. Oui et non. Alors, j'ai tendance à dire que je trouve que l'impression 3D, de tous les matériaux qu'on utilise dans le cosplay, est la plus facile à peindre parce que on travaille sur un matériau solide et dur. Et Mhm. du coup, le travail, on va dire, illusoire de créer une autre texture est moins difficile que sur de la mousse. Faire penser que de la mousse c'est rigide alors que le truc est flexible, il est mou Oui, et tout sauf rigide, c'est plus complexe que faire penser que de l'impression 3D c'est du métal. Donc je trouve que quand on n'est pas très doué en peinture, c'est plus facile de peindre de l'impression 3D de manière, on va dire, basique. Après, quand tu rentres dans les détails, on rentre sur des techniques de peinture plus complexes et tu pars dans des ancrages, des reliefs, des machins, enfin voilà. mhm. Mais sur la base de la base, je trouve que de toutes les techniques, l'impression 3D est la plus facile en peinture et la plus rapide. C'est-à-dire que en vrai, pour moi, c'est très important de poncer, parce que quand tu ponces, tu enlèves les lignes d'impression et donc tu enlèves le côté, la marque de l'impression 3D, Ouais, le gimmick en fait de l'impression 3D. Mais les trois quarts des gens, ils reçoivent leur impression, ils se couchent et ils peignent. Ils vont pas penser. Et en fait, l'effet, il est quand même là. d'accord. Alors que la mousse non poncée, c'est plus compliqué. Mhm. Ok, ouais, c'est intéressant. Et du coup, c'est quoi ton moyen de te faire connaître le plus que tu privilégies? Tu fais quoi? Des conventions? Tu fais Instagram, réseau? Ouais, en fait, j'ai eu alors la chance, pas forcément, c'est du travail, mais on va dire que au moment où j'ai lancé mon business, j'étais déjà un peu connue. Mhm. Donc, quand on a réfléchi à notre structure avec Valentin, au début, on voulait appeler ça complètement différemment. On était parti sur genre les bibous, enfin Val et Lucille, enfin voilà, un truc un peu plus nous deux, parce que c'était nous deux à l'origine. Et puis on s'est dit, bah c'est con parce que bah, moi j'ai quand même une communauté, surtout pas forcément des centaines de milliers d'abonnés, mais très engagée, qui est vraiment très présente. Et bah ça serait bête de pas utiliser en fait mon nom de marque de Nina. Donc j'ai quand même pu bénéficier de tout mon travail en amont de présence publique. Ok, ouais. Donc c'est passé, moi, pour me faire connaître principalement par mon nom Enlina. Ok, Enlina, c'est qui? C'est celle qui a fait YouTube. Elle fait du cosplay depuis 10 ans dans la communauté française. Elle est là depuis longtemps, donc même si on ne sait pas qui c'est vraiment, c'est un pseudo qui est pas inconnu, tu vois. On l'a Et peut-être on peut entendu une retrouver un fois ou deux. historique du coup dans ton premier C'est compte, là. ça. Ouais.
J'ai fait beaucoup de concours, donc peut-être que tu peux retrouver les concours, les jurys. Enfin, il y a un côté, en fait, j'ai utilisé mon nom de marque pour lancer mon truc. Donc ça a déjà été vraiment le point de départ. Après, il y a les sites spécialisés 3D. C'est-à-dire qu'il y a, et comme je disais, Etsy, qui est Ouais. très important. Moi, sans Etsy, je ne vis pas aujourd'hui. Ah ouais, c'est C'est à ce comme point-là, ça. Ah ouais, ça marche ouais. bien. Ok. Mais en fait, sur Etsy, tu fidélises pas les gens. C'est-à-dire que les gens savent pas forcément que c'est Elina qui fait le modèle. Mais par Mm, contre, tu as une quantité de clients incroyable. mm. Enfin, vraiment. Ok, ils prennent 40%, mais le nombre de clients que ça te ramène, il est colossal. Donc, c'est vraiment très important. Et ou Culte 3D, je vends aussi sur une plateforme qui s'appelle Oui. Culte Ok. 3D, qui est une plateforme spécialisée en 3D. Tu as Thingiverse. Être présent sur les plateformes spécialisées sur ce que tu fais, c'est très important. Donc moi, c'est la 3D, mais dans d'autres milieux, il y a d'autres types de plateformes. Et après, il y a beaucoup de travail de réseau et de networking. Donc ça peut être Instagram. Donc Instagram, c'est les posts, mais aussi beaucoup les vidéos, parce que les gens, ils aiment bien voir comment ça bouge, comment ça réagit. Oui. Donc Instagram est une bonne porte d'entrée pour ça. J'utilise beaucoup ma chaîne YouTube ou Twitch pour placer toujours un petit mot. Voilà, Forcément. c'est normal, tu vois. Ben Et oui. après, les conventions, ça marche oui et non. Je pense que c'est comme ça que je le visualise. Je pense que ça inscrit mon pseudo et donc vu que ma marque est à mon pseudo en fait dans la tête des gens. Oui. Mais ça ramène pas forcément beaucoup de clients. Tu peux en ramener 2, 3 par conf, mais pas c'est pas énorme, tu vois. Ouais. Par contre, on a développé toute une gamme d'accessoires de casques. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai mes petites cornes sur mon casque. Mhm. C'est moi qui les ai sculptées, qui les imprime. On a plein de couleurs, plein de types de cornes différentes. J'ai même des couronnes, tu vois, des petites fleurs, des feuilles. Enfin, voilà, j'ai toute une gamme de décoration de casques. Et on vend ça en convention. Et là, par contre, oui, tu fais connaître ta marque, ton esthétique, et les gens achètent. Ce type de truc, les gens Ouais. achètent en convention. Et j'imagine que c'est plus facile à gérer aussi pour transporter et aller faire des stands parce que. C'est ça. En fait, de toute façon, avec Valentin, on est tout à fait d'accord qu'on ne vendra pas de kit 3D en convention. Oui. Ça n'a pas de sens. Personne va aller, si tu veux, en convention et se dire, oh tiens, un kit non fini de Miss Fortune est disponible. Il faut que je l'achète pour pouvoir le poncer, le monter et le peindre. Enfin, tu vois, Ouais. les gens font pas ça. C'est pas du tout un business qui est convention friendly, on va dire. Par contre, développer toute une gamme spécialisée convention, comme les accessoires de cornes, Mm. comme on fait des épées. En fait, c'est des boîtes à dés pour les jeux de rôle, Oui. où en fait tu ranges, en forme d'épée, donc tu ranges tes dés dans une épée et c'est stylé, tu vois. C'est des trucs un peu inutiles, on va le dire Oui, c'est très des petits achats sincèrement. coup de cœur comme ça. Ouais. C'est ça, mais que les gens aiment bien acheter en convention. Mm. Ça, vu que moi je fais de plus en plus de conventions, c'est important. Et oui, là, tu inscris en fait le nom de ta marque dans la tête des gens. Ouais. Et au fur et à mesure, et ben, en fait, ça rentre. Et du coup, il y a un lien de confiance, comme la pub, qui va se créer de manière inconsciente. Ah oui, j'ai vu ce nom-là, je sais pas, à telle convention, tu vois, Master of Fest. Peut-être que je vais aller voir leur site et tout. Yes. Ouais, c'est bien. Et puis c'est agréable de trouver des petits objets comme ça qui sont inédits. Bah ouais, moi, c'est ce que j'aime le plus. Puis en plus, là, bon, c'est des cornes toutes simples, mais c'est full ton design, tu vois. Donc, Oui, clairement. artistiquement, c'est un peu plus intéressant aussi. Et à terme, on aimerait aller plus sur des choses comme ça. Toujours faire des commissions et tout, mais on s'éclate bien là-dedans aussi, tu vois. C'est cool. Ok. Et du coup, sur la partie, intérêt des cosplayers à faire appel à l'impression 3D, qu'est-ce que ça change dans le quotidien des cosplayers, on va dire, d'avoir des accessoires 3D? On a Je déjà donné quelques pistes, mais. Alors, j'ai plusieurs pistes. Après, aujourd'hui, en 2024, le milieu a changé. Donc, il y a quand même des différents. Disons que quand j'ai lancé ma boutique en 2020, les patrons de mousse, par exemple, il y en avait certains, mais beaucoup moins que maintenant. Aujourd'hui, quand tu travailles la mousse, maintenant, tu peux trouver des patrons de mousse, tu trouves des rebords, tu sais, arrondis pour Oui. faire les arronds. Enfin, en fait, ils ont réussi à aussi beaucoup simplifier tout autour de la mousse. Mm. Donc l'argument de l'impression 3D est plus simple que la mousse, moi je trouve que c'est toujours une réalité, c'est-à-dire que tu as un rendu industriel vu que c'est une machine qui te fait le props. Donc en fait, t'as pas de risque de rater ta découpe. Ton épée, la lame, elle est tremblotante parce qu'en fait, tu sais pas couper droit.
Enfin voilà, il y a tout ça qui est quand même évité par l'utilisation de machines. Oui. Mais aujourd'hui, les 3 quarts des gens qui utilisent la mousse, en fait, il y a des patrons déjà existants. Il y a même maintenant les Cricut ou ce genre de machines assimilées qui vont découper la petite mousse, la mousse fine, etc. Donc, est-ce que vraiment la différence est si grande? Je suis pas sûre que le gap soit aussi grand qu'il y a 4 ans, mais il y a quand même une simplicité de confection parce que, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de gens qui reçoivent l'impression 3D et qui peignent directement dessus, en fait. Et 90% des gens, c'est comme ça. Ce que tu ne peux pas faire avec la mousse, tu es encore obligé de la construire. Oui. Tu es encore obligé de couper, coller, attendre que la colle elle sèche pour que les 2 parties en contact collent bien. Une fois que tu as collé, bien remplir les jointures. Enfin, tu vois, c'est un peu plus, je pense, fastidieux la mousse. Personnellement, pour moi, un des arguments les plus importants en 3D, c'est que la 3D est plus durable dans le temps, vieillit mieux que la mousse. Oui. Ça, je trouve que c'est vraiment flagrant, c'est-à-dire qu'un accessoire que tu as fait en 3D il y a 4 ans, il sera en meilleur état que ta mousse que tu as faite il y a 4 ans. Et la 3D, comme je disais, pour la peinture est plus accessible parce que la mousse demande des types de peinture et des types de sous-couches qui vont sur des matériaux souples. Et c'est Oui. pas forcément ce à quoi pensent les gens. Alors que l'impression 3D, les gens, globalement, ils vont à Cultura, ils prennent les premiers trucs qu'ils trouvent, ils mettent dessus, ça marche, tu vois. Sur la mousse, en fait, ça peut craqueler, ça peut pas suivre la flexibilité. Donc, je trouve que l'impression 3D est plus accessible et plus inclusive que la mousse. Elle est plus durable et moins toxique pour les bronches. Même Oui. si tu prends dans les 2 cas avec un respirateur et tout, je me sens moins intoxifiée par l'impression 3D que par la mousse parce que ça vole moins. Donc quand tu penses, ça reste sur ton bureau, tu peux nettoyer. La mousse, ça vole partout. T'en as dans les yeux, t'en as dans tes poumons. Ouais, Même t'as c'est beau vrai mettre des que masques et des lunettes, ça ouais. s'infiltre partout. Au niveau des animaux, je suis pas hyper fan non plus de la mousse, tu vois. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est des choses moi qui sont importantes pour moi. Et c'est là où je trouve que l'impression 3D se défend bien. Et le dernier point qui est très important, je parlais de l'industrialisation, donc c'est de la machine. Quand tu as besoin de faire 20 fois la même breloque parce que ton costume a 20 fois la même breloque, il n'y a pas à dire, l'impression 3D, c'est la meilleure technique. Ouais, c'est vrai que Après, c'est pas négligeable. c'est ça. Après, pour moi, les deux s'opposent pas. C'est-à-dire, pour moi, il y a une pertinence à utiliser l'impression 3D ou la mousse. Et quand on me contacte en commission et qu'on me dit est-ce que tu peux me faire ça en impression 3D et que je considère que c'est absolument pas pertinent, ce qui est arrivé récemment, je vais dire non, ça c'est de la mousse. Je vais te faire ça en impression 3D, ça va être trop lourd, ça va être rigide, tu pourras pas Ouais. bouger, ça va te faire mal au niveau des articulations. Je pense que c'est pas pertinent. Là, il faut que tu prennes de la mousse. Et du coup, il faut être intelligent dans ton choix de technique. En fait, il n'y a pas une technique qui prévaut sur l'autre. C'est plus, dans une situation, une technique sera plus appropriée. Mhm. D'accord. Et il y a des choses, des accessoires ou des props que tu peux faire en 3D que tu ne pourrais pas faire en mousse? Tu as des Je exemples? suis pas sûre que tu es vraiment... à la limite, tout ce qui est transparent, et encore maintenant, t'as des mousses translucides et tout, tu vois. Donc, puis on irait sur de la résine plus que de l'impression 3D, tu vois. C'est pour ça que je dis, il y a toujours une technique plus pertinente Oui. que l'autre. J'ai envie de te dire que plus tu vas dans soit du tout petit, plus l'impression 3D se prête bien. Voilà. Ok. Tu prends des costumes de Genshin, justement, je parlais de breloque, tu vois, avec les visions, les machins et tout. En mousse, tu peux le faire, hein, mais c'est plein de petits détails. Si t'es pas à l'aise avec un cutter et si vraiment t'es pas un maître de la découpe, je trouve que c'est laborieux et que le rendu sera pas forcément optimal. Mhm. Là où l'impression 3D s'y prête vachement bien. Mais par contre, à contrario, tu prends des armures Monster Hunter très organiques, là je vais te dire d'aller sur de la mousse, quoi. Enfin, si tu veux travailler les écailles, le bois, les trucs comme ça, ce que j'appelle moi des matières organiques, je trouve ça vraiment de la mousse. Et je trouve que les épées, en particulier les épées classiques, donc les rapières, les sabres, tout ce qui est je te parle pas d'épées en os de bois, quoi. Je te parle vraiment des épées en métal. Ouais. L'impression 3D est quand même beaucoup mieux. Ok. Voilà. Et Parce que c'est rigide et c'est droit. Ouais, Ta c'est lame ça. est droite, ton truc est droit, c'est dur, c'est du métal, quoi. Tu vois, c'est pas une épée qui se tord. Et quand on a goûté aux
Ou des coupes droites au cutter et qu'on n'est pas doué, ça fait plaisir. C'est ça, exactement. Ok. Et en termes de poids, du coup, ça impose aussi quelques limites. Là, tu parlais tout à l'heure je pense, des armures, des choses comme ça. Ça peut être Ouais. un peu trop lourd. En fait, la mousse, ça reste le plus léger. Hmm. En gros, si je te fais dans l'ordre, la mousse, c'est plus léger que l'impression 3D, qui est plus légère que la résine, globalement. Ok. Voilà. Donc, plus tu feras des pièces très grosses, plus l'impression 3D, tu vas commencer à te poser la question, est-ce que avoir 1 kilo ou 500 grammes sur l'épaule, c'est pertinent? Tu vois, quand Mm. tu fais des très grosses épaulettes de paladin, qui prennent beaucoup de place, t'as beau faire une impression où tu remplis pas complètement l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, dans une impression 3D, tu fais la couche extérieure complète, Ouais. mais l'intérieur, c'est un maillage, c'est une structure pour que ça soit plus allégé, parce que Mm. si on mettait tout à 100%, toutes les impressions seraient trop lourdes. Mais Ouais. même à 5% de remplissage, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a que 5% de matière, ça reste des choses assez lourdes. Et sur des grosses armures, on peut se poser la question du poids, du confort, de la mobilité dans la journée. La mousse restera plus légère. Même sur les très grosses armes, par exemple, très grosses Mhm. épées. Ok. Et c'est vrai enfin, je me suis déjà posé la question et peut-être qu'on en parlera dans le podcast. Il y a des gens qui font des armures complètes en impression 3D. Oui, J'aimerais bien ouais, ouais. savoir. On a une personne très connue en France, Carlos 3D Print, Oui. qui fait Iron Man de manière mécanique. C'est un amour. Et Mm. lui, il fait son armure globale en 3D. J'aime bien parce que je trouve que c'est lui qui me donne tort un peu à chaque fois que je dis les armures full 3D, c'est pas fou. Après, il y a des nouveaux filaments plus souples, plus légers. Enfin, la technologie évolue beaucoup en impression 3D. Mais je dirais plutôt que ça, c'est bien pour les personnes qui ont une vraie technique dans l'impression 3D et qui savent travailler l'impression 3D. Mais Oui. pour un débutant, faire une armure entièrement en 3D, je pense que c'est une erreur. Mm. Avec beaucoup de regrets après, j'imagine. Ouais, puis peut-être tu t'assois, tu casses ta pièce parce que c'est C'est rigide, ça, donc ça se ouais, casse. clairement. Mm. La mousse, elle va se tordre, tu vois. Donc en réalité, ta casse, elle est moins importante, alors que bah, tu t'assois avec une armure, tu as un risque de casse qui est énorme. Mm. Ouais, c'est sûr. Et en termes du coup de technicité par rapport à la machine en elle-même, l'imprimante, ça demande beaucoup d'entretien. Ouais, alors, c'est la partie que je maîtrise le moins, parce que justement, c'est la partie de Valentin. Ouais. Aujourd'hui, les imprimantes sont vraiment, on va dire, beaucoup plus clés en main. Ok. Il y a, nous, quand on a commencé, il fallait que tu montes ton imprimante toi-même, tu vois, il fallait que tu règles tout. Tu avais un entretien, une maintenance sur tes machines qui était très présent. Aujourd'hui, bah, si tu veux que ta machine elle imprime bien et qu'elle dure surtout longtemps dans le temps et qu'elle fasse beaucoup d'heures d'impression, oui, tu dois bien les entretenir comme n'importe quelle machine, comme une voiture, enfin voilà, n'importe quelle technologie, tu dois l'entretenir. Mm. Mais aujourd'hui, on a quand même des imprimantes qui sont beaucoup plus clés en main. Cependant, de ce que je vois de l'extérieur, parce que du coup, moi, j'y connais rien au setting, enfin, globalement, je sais appuyer sur mes boutons et envoyer à mes imprimantes, tu vois, mais Ouais. moi, s'il y a une pièce qui casse, je ne sais pas la changer. Globalement, si tu veux faire des économies, tu as intérêt à savoir bidouiller et à comprendre comment fonctionne ton imprimante. Et surtout, si tu veux avoir des impressions top qualité, je pense que tu es obligé de comprendre le fonctionnement de la machine, de comprendre exactement quel réglage joue sur quel rendu, etc. Et je pense que tu es obligé de t'investir dans la communauté 3D, c'est-à-dire il y a une communauté en fait d'impression 3D qui est énorme, Ouais. sur des Discord, des forums et tout. Et les gens sont très actifs et s'entraident beaucoup. Et je pense que si tu veux vraiment rentrer dans l'impression 3D, c'est nécessaire de s'intéresser à tout ça. D'accord. Et du coup, ça montre bien ce côté duo que vous avez pour gérer cette activité, parce que je pense que c'est compliqué d'être bon sur la partie modélisation, etc., Ouais. et d'être très bon aussi sur la partie technique impression. Donc, Ah, complètement. En fait, ça me permet de me soulager déjà parce que ça veut dire que c'est je ça. peux m'améliorer en modélisation. Le temps que je passe pas à régler mes imprimantes Mais et oui. à comprendre, ben en fait, je peux gérer la modélisation. Surtout que Valentin m'explique la base, c'est-à-dire ce que je dois comprendre pour que mes modèles ils soient imprimables. Parce que c'est bien de modéliser. Mm. Il y a plein de gens qui savent faire de la modélisation 3D, mais savoir modéliser pour imprimer, c'est un autre délire. Moi, j'ai beaucoup souffert au début. J'ai dû tout réapprendre parce que la manière de modéliser pour des jeux vidéo, ça n'a rien à voir. Oui.
Donc ça, je suis obligée de comprendre, si tu veux, la base de l'impression. Mais demain, Valentin, il peut plus m'aider pour une raison ou une autre sur les impressions. Je pense que je stoppe les impressions et que ça va me demander des mois de formation pour réatteindre le même niveau de qualité d'impression qu'on a. Parce qu'on a un niveau de qualité que je trouve vraiment très bon. Et donc moi, ça me soulage de ce côté-là qu'il fasse ça. Et puis ça me permet aussi, tu vois, je fais les réseaux. C'est quand même une grosse partie de ma vie, c'est quand même de gérer les réseaux. Et j'ai pas que Anina Props, j'ai aussi Anina en tant que figure de marque qui fait de la couture, qui fait des vidéos YouTube, tutoriaux, qui fait du Twitch. J'ai besoin de me dégager du temps aussi pour cette partie-là parce que c'est aussi une partie qui me rapporte de l'argent. Et j'ai besoin de ce soutien technique à côté parce que ça m'enlève une charge mentale énorme. Ouais. Et évidemment, les réseaux sociaux et compagnie, ça prend beaucoup de temps, on le sait. Ouais. Faut pas oublier de le dire, clairement. C'est une charge monumentale. Surtout plus tu multiplies les types de réseaux, plus c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Et les gens pensent que ça prend 5 minutes de poster, mais c'est tellement pas ça en fait que c'est une charge au quotidien qui est très longue et surtout qui est très frustrante parce que tu ne dépends que de personnes qui vont liker ou commenter. Tu vois. C'est très particulier comme partie de ce métier-là. C'est ça, ouais. Je te comprends et je pense que les gens qui postent et qui n'ont pas assez de retours te comprennent aussi. On est assez nombreux. Ouais, c'est frustrant. Puis alors, en tant que photographe, pour toi, ou moi je le vois avec Valentin, photographe, c'est encore plus ingrat, tu vois, parce que vous êtes derrière l'objectif. Donc, le retour des gens est d'autant plus distillé parce que les 3 quarts des commentaires, c'est « Oh, le cosplay, il est trop stylé. » Super, mais parle de la photo, quoi, la compo, les lumières, la couleur. Vous êtes vachement éclipsé à vos dépens, en fait, par rapport aux cosplayers. C'est sûr que c'est pas évident. Et c'est dur. Être photographe sur les réseaux, je pense que comme c'est un art créatif où vous n'êtes pas devant la caméra, c'est très compliqué. Il faut essayer de personnaliser, enfin d'humaniser le contenu, et ça, c'est pas simple. Ouais. Surtout quand on a l'habitude de se cacher derrière son boîtier. C'est ça, et puis en fait, les gens, après, ils veulent voir les photos. Enfin, tu vois, il y a un entre-deux à trouver qui est pas évident. Et puis, dans tous les cas, tu prends en photo un modèle et donc une autre personnalité. Et donc, l'autre personnalité, comme c'est elle sur la photo, elle prend le dessus. Les commentaires qui disent tu es trop belle. Merci, ça fait plaisir, mais c'est pas moi. Trop belle en Zelda. Super, je m'appelle Valentin. C'est ça. Alors justement, on glisse vers la partie 2 qui était les idées reçues à propos de l'impression 3D. Là, on est dans les idées reçues, c'est pas mal. On le sait déjà, quand il y a une nouvelle technologie, en tout cas une nouvelle façon de faire les choses différentes, forcément il y a de la résistance. C'est humain, on va dire. C'est quoi la phrase que tu peux plus entendre sur l'impression 3D? Alors, c'est facile, il suffit d'aller sur ton compte Insta et il y a un reel. Il y a un réel dessus. C'est de la triche parce que la machine fait tout toute seule. Voilà, ça c'est. Mais c'est une phrase qui est beaucoup entendue par les personnes qui font de la broderie aussi. Hein, pour ceux qui se posent la question, c'est la même phrase pour les personnes qui font des broderies à la machine. C'est l'idée que en fait on perd l'humain à travers la machine. Et que du coup, il y a une notion de triche. Alors, triche par rapport à quelle règle, je ne sais pas, parce que jusque-là, moi, j'ai pas trouvé, tu vois, il y a pas d'éthique du cosplay ou tu vois, en fait, ça n'a pas de sens, mais il y a des gens qui pensent que c'est de la triche par rapport à des règles qui n'existent pas, de faire de l'impression 3D parce qu'une machine fait tout seul. Et que comme il n'y a pas d'intervention humaine, et du coup, il y a comme s'il n'y avait pas de créativité aussi derrière. Il y a une idée reçue de non-créativité et du coup de peut-être d'IA. Enfin, je me demande si on rapprocherait pas ça à l'IA, tu vois, en mode en fait, il n'y a plus d'humain et c'est la machine qui fait tout. Alors, est-ce que c'est une peur aussi, tu penses, peur d'être remplacé du coup Non, je pense que c'est de l'ignorance totale, vraiment, et je pense que c'est des gens un peu aigris. Après, peur et ignorance, ça va souvent ensemble. Hein. Ouais, mais c'est des jeunes, hein, souvent, c'est rarement des personnes plus adultes, mais c'est des personnes, je pense, qui ont des idées reçues, qui ont une sorte d'ignorance totale, et surtout qui ont comment dire,
je sais pas si on peut parler de peur. Je pense vraiment qu'on est sur la frustration. Comme, tu vois, moi, j'aurais bien voulu, enfin, il y avait peut-être un côté, j'aimerais bien, avec mes propres techniques, sans l'impression 3D, arriver à un résultat comme ça. J'y Oui. arrive pas, c'est frustrant, donc il faut que je rejette cette frustration. Enfin, autant la rejeter sur la technique plutôt Hmm. que sur peut-être la manière de faire. Enfin, je sais pas, il y a peut-être d'autres choses à blâmer, tu vois, mais je pense que voilà. Ok. Et du coup, ouais, justement, je voulais te demander qui est-ce qui résiste? C'est plutôt le public de convention? Est-ce que c'est les cosplayers eux-mêmes? Moi, c'est une remarque que j'ai beaucoup sur les conventions. Enfin, beaucoup, on va se calmer, c'est pas non plus la majorité, mais je l'ai entendu en convention et TikTok. Et du coup, Ok. les gens que j'ai eu en convention qui ont fait cette remarque-là et les gens sur TikTok, globalement, c'est des gens de moins de 25 ans, voire moins de 20 ans. Ok. Donc pas forcément avec une expérience je sais pas moi, de mousse. C'est ça, c'est pas forcément le cosplayer à concours qui a fait 30 concours et qui a gagné. Justement, je pense que cette personne-là, elle connaît en fait la technique, tu vois. Hmm. Les D'accord. personnes qui vont critiquer, c'est des personnes souvent nouvelles dans le milieu, très jeunes dans le milieu, et tu peux avoir ce type de remarques par des personnes, par exemple, qui ne font même pas de craft, tu vois. Ok, ouais. Étrange. Bah, c'est comme les gens qui regardent des films et qui se permettent de critiquer le moindre truc de lumière alors qu'ils seraient pas foutus d'éclairer un sujet. Enfin, tu vois, C'est ça, c'est... ouais. Ouais. Ok. Et justement, tu parles de concours. C'est une question que je me suis posée. Dans un concours où on te demande de faire ton cosplay à la main, une impression 3D, c'est considéré comment? Ça dépend des concours. Faut bien vérifier les réglementations du concours. Globalement, euh, alors, par exemple, si je te prends, c'est le seul que j'ai en tête, hein, le WCS, le World Ouais. Cosplay Summit. Quand je l'ai fait en 2020, donc j'avais de l'impression 3D dedans. Dans les règles du concours, il fallait que je puisse prouver que chaque modèle, c'était moi qui les avais fait. Ok. Voilà. Après, aujourd'hui, en 2024, c'est un peu débile de dire ça, parce que dans ce cas-là, pourquoi tu ne demandes pas les patrons de chaque partie de couture, Hmm. de chaque partie d'armure? Enfin, je trouve qu'en fait, on a une exigence par rapport à l'impression 3D qui est énorme par rapport en fait, on considère que la mousse, automatiquement, la personne, elle a fait son patron elle-même, alors qu'aujourd'hui, Oui. tu as tout en disponible déjà fait, tu C'est vois. ça, ouais. Donc, je trouve ça bien de vérifier la traçabilité de qui a fait les patrons, parce qu'en tant que jury, c'est très important de savoir justement la construction, elle dépend de qui, parce que, en fait, c'est super bien si tu as bien imprimé, si tu as bien peint, mais c'est très important de savoir si tu l'as construit toi-même, parce que c'est une grosse partie du travail. Mais c'est pareil, du coup, pour la mousse et la couture. Il faut savoir qui a construit ta robe. Tu vois, moi, par exemple, les patrons de Nikita, des robes de princesse Disney, je les spot à 10 km, je les connais par cœur, je les Oui. utilise moi-même. Mais si tu le sais pas, bah, tu peux penser que la personne, elle a construit toute la robe de princesse d'elle-même, qu'elle a tout fait le patron, ce qui est un travail de fou. En fait, non. Et du coup, dans la notation, ça rentre en compte à quel point tu as participé, en fait, à la construction. Hmm. Mais au-delà de ça, l'impression 3D est pas interdite en concours. Et il est de ton devoir, toi, en tant que participant, de dire, voilà, j'ai acheté le modèle, je l'ai imprimé, je l'ai peint, ou j'ai acheté le modèle et je l'ai fait imprimer, mais par contre, c'est moi qui l'ai peint. Ça enlève pas le travail de peinture ou le travail de ponçage, Ouais, bien mais sûr, ouais. Ouais. par contre, il faut être honnête sur la construction parce que moi, j'ai vu plein de personnes qui participaient avec des impressions 3D. C'est pas eux qui ont fait les modèles, sauf qu'ils le disent pas. Et du coup, le jury part du principe que c'est eux qui l'ont fait. Et du coup, ils grattent des points on va dire, sur des parties qu'ils devraient pas avoir, tu Hmm. vois. C'est pas très juste par rapport aux autres, quoi. C'est ça, mais ça, c'est le cas avec la couture et la mousse maintenant aussi. C'est pas que Hmm. l'impression 3D, c'est juste que j'ai l'impression que les gens sont plus vigilants parce qu'il y a le mot impression 3D. Ok. Et puis quelque part, il y a aussi on va dire les crédits de l'artiste qui a fourni les modèles. Alors moi, c'est pas un truc. C'est un truc avant j'avais plus de mal, une sorte d'ego un peu à vouloir qu'on dise non mais c'est Anina qui a fait le modèle, tu vois. Surtout en point de vue ma clientèle, c'est important pour moi, tu vois. Quand on me dit c'est les modèles d'Anina, bah, c'est-à-dire que peut-être que quelqu'un va kiffer le modèle et va venir chez moi. Oui, oui, Donc oui. en termes de business, c'est très important. En termes d'artiste, j'en ai plus rien à carrer. En fait, à partir du moment où j'ai décidé de vendre les modèles 3D, parce qu'au début je ne faisais pas, j'avais trop peur qu'on me les vole.
À partir du moment où j'ai accepté de le faire, j'ai accepté le fait qu'en fait, ils allaient avoir leur propre vie Oui. et que mon nom allait être complètement édulcoré, tu vois, enfin oublié plutôt, pas édulcoré. Et je m'en fiche un peu parce que j'ai tellement de plaisir, moi, quand je vois mon objet dans ma main que j'ai créé, tu vois, qui soit devenu réel, Mm. que j'ai moins besoin de cette... on va dire que les gens me disent c'est trop bien et tout, quand c'est que le modèle. Par contre, quand je fais la peinture, le ponçage et tout, oui, Oui, je prends un j'imagine. certain plaisir dedans. Par contre, c'est vrai qu'en concours, ça me gênerait qu'on dise pas forcément que c'est moi, mais qu'on utilise mes modèles et qu'on dise pas qu'on l'a acheté. Mhm. Par exemple, ça me poserait problème. Vraiment. Ok. Et il y a une notion de propriété intellectuelle quand tu quand tu modélises quelque chose, enfin, Oui. c'est un Bah, sujet qui normalement, il existe? m'appartient. Ouais. En fait, ouais. En fait, la propriété intellectuelle m'appartient. Quand je le vends, globalement, la personne qui achète a le droit à l'utilisation personnelle. Mhm. Donc, tu peux l'imprimer autant de fois que tu veux de manière personnelle, donc pour toi. Par contre, tu n'as aucunement de droit de vente commerciale, par exemple, Ouais. dessus. Ok. Voilà. Tu peux pas, du coup, je dis ça pour quelqu'un qui serait mal intentionné, qui achèterait un fichier et qui imprime plein de fois le truc et qui le vend sur Non, Etsy, par exemple, ça c'est interdit. non, ça c'est interdit. Par contre, ce qu'on dit, parce qu'on a les questions, hein, moi je comprends des gens qui disent, bah ok, j'ai ton fichier 3D Sailor Moon, par exemple, j'ai les tiers de Sailor Moon, c'est un truc que les gens aiment bien. Est-ce que je peux l'imprimer et le vendre en convention? Tu vois, je l'ai peint, et les gens ils me disent, je l'ai peint, tout c'est moi qui l'ai fait. Bah, ok, Mhm. mais en fait, pour chaque impression que tu vas vendre, tu m'achètes un modèle. Oui, ok. Globalement, c'est comme ça que je le dis, pour éviter de gérer un contrat commercial et tout. Mhm. En fait, t'achètes ton fichier, t'as le droit à un truc avec, quoi, globalement. Donc, Ok. bah, je leur dis, tu veux en vendre 3, tu m'achètes 3 fichiers. Ok. Voilà. Ouais, c'est intéressant de savoir comment ça se passe. Mais c'est pas évident. Après, je veux dire, comment je vérifie? Oui, Tu vois, moi, évidemment. je sais reconnaître mes modèles. Ça, il n'y a pas de Mm. souci. Mes modèles, je les reconnais tout de suite. J'ai eu une fois le cas d'un gars qui m'a volé mon modèle, très clairement, qui a fait vite fait une modif dessus, mais j'ai reconnu tous les points clés. Si tu veux, t'as tes points Ouais. clés que tu reconnais. Mais je l'ai eu qu'une fois, tu vois. Donc, en soi, je suis tombée dessus par hasard. Et sinon, tu peux pas Mm. vérifier. Et puis, je passerais trop de temps à aller Bien vérifier sûr, que fait X et Y c'est avec ça. mon modèle. C'est le même C'est le sujet risque de vendre que tes modèles. c'est le même sujet que les prints en convention et ce genre de choses. Il Ouais. faut savoir aussi ce que tu Encore les veux. prints, tu sais avec qui t'as pris les photos. Oui, c'est vrai, Donc, on reconnaît tu la personne. pourrais C'est vrai, vérifier, tu vois, te dire, ah, Vidi, elle a un stand, évidemment, ouais, c'est machin, vrai, tu vois. Bon, c'est du temps, hein, puis c'est une charge mentale de fou. c'est Mais en clair. fait, moi, avec ma vente numérique, si tu veux, j'ai même, je sais pas, enfin, c'est anonyme quasi là, Mm. Et sur c'est vrai que si Etsy, tu vas par en exemple. Corée du Sud ou en Australie, tu vas pas Voilà, aller je vais faire la pas les conversion. vérifier. Puis je Clairement. vends des milliers de fichiers, tu vois, c'est Ouais. pas 10 fichiers, quoi. J'en Ouais, bien vends, sûr. en ce moment, j'en vends, on a regardé avec Valentin, on en vend 4 à 5 par jour, tu vois. C'est des petites sommes, Mm. mais t'imagines vérifier ça? C'est Bien pas sûr, ouais, possible. c'est pas possible. Et ça te fait quoi de voir, je pense que ça t'arrive de tomber sur des photos de personnes qui ont utilisé tes props? Ah, moi, Ça, j'adore. ça fait quelque chose, j'imagine. Ah ouais, ouais, ouais. Les premières fois, ça a été très émouvant. Vraiment, les toutes premières fois, je me souviens même des cosplays, hein, tu vois. Euh, une cosplayeuse adorable qui avait acheté Harry de Star Guardians, non, de KDA, et qui est venue me voir à Paris Manga, m'a dit c'est tes modèles, regarde, ils sont là. Enfin, vraiment, Trop bien. c'est hyper émouvant. Aujourd'hui, c'est pas que je me suis habituée, mais disons que je suis plus habituée parce que ça arrive plus souvent. Mais ça fait quand même un truc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est voir comment les gens ont fait la peinture, comment Mm. ils ont collé. Parce qu'en fait, c'est très différent de ma manière de travailler. Et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, je me dis, ah, c'est une bonne idée, ça c'est chouette, j'avais pas pensé. Puis du coup, tu te dis, ah, peut-être que j'aurais pu travailler le modèle différemment. Pour un prochain modèle, je vais tester un nouveau type de découpe, un nouveau type de machin. Enfin, tu vois, artistiquement, c'est hyper intéressant et très enrichissant de voir les autres personnes travailler avec ton propre travail. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et tu parlais tout à l'heure de modification. On a, je pense, pas le droit de modifier le fichier 3D en soi, mais enfin, Si, je sais pas. si, en fait, si tu veux, tu l'achètes, il est à toi. T'as le D'accord. modèle, tu dois l'imprimer. Je dis n'importe quoi, je t'ai fait un micro de 20 centimètres, toi tu veux qu'il fasse 25, bah agrandis-le, je m'en fous. Enfin, tu vois, Mm. bon, Ok. c'est pas grave. Moi, ce qui me gêne, c'est que tu prends mon modèle, tu modifies deux, trois trucs et tu le vends. Oui, d'accord. Moi, c'est ça qui s'est passé, tu vois. En fait, sur Cult, il y avait
un truc que j'avais fait. Le gars a pris mon modèle. Au lieu de moi j'avais cuté en 3 parties, il le cut en 2, tu vois, il Ah oui, fusionne 2 parties ensemble et il revend. Bah non, en fait, là, tu me vois ouais, mon design, c'est pas possible. c'est clair. Après, la modification, je trouve ça normal. C'est comme, tu vois, j'achète un patron dans le commerce de robes, bah, la taille, elle va pas, faut que je reprenne toute la taille, je la modifie. Moi, je le vois vraiment comme ça. En fait, je le vois comme un outil qui va t'aider à réaliser ton accessoire D'accord. et pas comme une œuvre d'art qui m'appartient. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et si jamais on t'achète des modèles, ça nous plaît, on peut apprendre à modéliser. Comment ça? C'est une compétence qui est longue à développer? Ouais, c'est la plus longue. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Alors, je fais pas de tuto encore dessus. Je pense qu'un jour, ça arrivera. Mais la modélisation 3D, c'est, je pense, de toute l'impression 3D, la technicité la plus complexe à développer. Alors oui, très rapidement, tu vas réussir à faire un cube, une sphère, un donut, peut-être un petit chapeau. Enfin, voilà, il y a Hmm. les formes basiques, tu y arriveras assez vite. Mais dès que tu partiras dans du complexe et surtout des objets grands et que tu veux les découper de manière intelligente, Oui. là, ça devient plus compliqué. En fait, nous, on a une particularité dans notre boutique qui est notre découpe de modèles. C'est-à-dire que, alors c'est un peu dur à expliquer, mais globalement, quand tu achètes un modèle 3D sur Internet, la personne, elle a sculpté, on va dire, si je prends un pistolet une carabine, voilà. La personne, elle va sculpter une carabine sur son ordinateur. Sauf que la carabine, elle va faire 40 ou 50 centimètres de long, et toi, ton imprimante, ça rentre pas. Elle va prendre comme un cutter virtuel, et elle va le couper en 3 parties distinctes, de manière droite, Mhm. qu'il faudra ensuite coller ensemble. Ce qui fait que tu as 2 points de fragilité, vu que c'est en 3 Oui. Il parties, faut que ça tienne. très forts, ou que tu as intérêt à ce que ta colle, elle tienne bien, et Hmm. surtout, tu as 3 jointures très visibles, si tu ne sais pas bien poncer, tu ne sais pas bien combler. Nous, notre particularité, là, on a essayé de se démarquer, de tirer notre épingle du jeu, c'est de dire, OK, moi, je suis cosplayeuse, je sais à quel point c'est chiant de poncer, de combler des trous et tout, Oui. je sais à quel point c'est très, très chronophage. Bah, ce temps-là, je vais le prendre dans ma modélisation. C'est moi qui vais le prendre pour que toi, en tant que cosplayer, tu aies moins de travail là-dessus. Et comment je fais ça? C'est que je vais pas prendre un cutter géant et te couper de manière très droite mon modèle. Moi, mes découpes, je vais les incorporer au modèle. Donc, soit je vais découper en suivant des lignes, Ouais. en suivant des couleurs, en suivant des volumes, de manière à ce que la découpe soit la plus invisible possible. Mais en plus, comme du coup, c'est pas des découpes droites, c'est souvent des découpes beaucoup plus travaillées, bah, les points de fragilité sont beaucoup plus dispersés. Et donc, en D'accord. fait, tu as moins de risque de casse, ce qui est aussi hyper intéressant sur certains types d'objets. Hmm. Bon, sur les épées, au bout d'un moment, ta lame, tu es obligé de la couper droite. Hein, ça, on peut plus. T'as des limites à cette technique-là, mais par exemple, sur plein de produits, bah moi, c'est séparé par couleur. Donc, en fait, tu peux poncer et peindre séparément et ensuite, tu les rejoins ensemble. D'accord. Donc, en plus d'avoir des jointures camouflées par la différence de couleur, bah, enfin, c'est un tout bénéf pour tout le monde. C'est juste que moi, j'ai plus de travail. Et pourquoi je disais ça On parlait de... Attends, je me suis embrouillée. Que si on voulait apprendre à faire de Ah l'impression oui, de la modélisation. c'est ça. Et du coup, ça te demande des techniques avancées de modélisation. Et tu peux pas forcément les avoir en un mois Hmm. d'auto-formation. Après, sur YouTube, tu as beaucoup, beaucoup de tutos de modélisation. En particulier, je pense à Blender qui a une communauté très, très présente. Oui. Et du coup, où tu peux apprendre à modéliser. Mais ça reste une logique déjà de cerveau très particulière. Et ça te demande on va dire, des logiciels conséquents à apprendre avec beaucoup, beaucoup de paramètres. Hmm. Après, ça se fait. Si t'es déter, go for it, hein, franchement. Mais moi, ça m'a pris pas 3 ans d'études, enfin 2 ans d'études, Oui, il faut investir sur un an soi, quoi. Ouais. de, voilà, c'est ça. Enfin, c'est du temps vraiment. Et si tu veux un niveau de modélisation comme le mien, ça prend des années, tu vois. Ok. Ouais, Ou évidemment. alors, ça te prend peut-être la moitié de l'année, mais longtemps par jour, tu vois. Hmm. Ok. Ou t'es un génie, ce qui est Oui, possible aussi. Hein. pourquoi pas, Non, mais il y a des gens, en fait, qui sont très à l'aise aussi avec ce type de clairement. logiciel, tu vois. Et dans tous les domaines, de toute façon, il y a toujours des gens qui tirent leur épingle du jeu. On ne sait pas C'est comment. ça. Ok. Est-ce que tu as un projet que tu gardes en tête, un truc fou que tu as modélisé, que tu as imprimé, je sais pas.
J'ai fait un projet hors cosplay qui m'a beaucoup plu pour une copine qui s'est mariée. Je lui ai fait un centre de table et je lui ai fait le bateau de réponse, Trop bien. 50 cm de long. Donc c'était 5 pièces d'imprimante. J'ai tout sculpté à la main après au pyrograveur pour faire l'effet bois et tout. Enfin, je me suis éclatée dessus et ça c'est un projet vraiment qui m'a, je sais pas, j'ai trop kiffé pour pouvoir le travailler de manière plus organique, tu vois, même si c'est de l'impression 3D et tout. Donc ça c'est un des projets quand même qui m'a marqué. Après, je pense que globalement, un projet qui m'a marqué, c'est l'épée de Zelda de Twilight Princess, parce que je l'ai fait 4 fois cette épée. Donc je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, ça te marque à vie, quoi. Quand tu fais Ouais, 4 fois la même j'imagine. épée, avec 4 techniques de découpe différentes, 4 techniques de ponçage, de peinture, enfin voilà, c'est le truc ça que tu fais, c'est... Il y a un truc avec cette épée, je pense que j'ai atteint le max que je peux faire dessus. Je pense que je ne retoucherai plus cette épée. Je comprends, je comprends. Et, euh, et après, les derniers trucs qui m'ont marqué, mais c'est plus en termes d'opportunités professionnelles, pour moi, ça a été un moment où je me suis dit, c'est fou ce qui est en train de m'arriver. Bah, c'est faire les épées pour Genshin Impact. Ouais, C'est fou, en fait, de faire des épées pour une expo, dans le carrément. Marais, sous vitrine, voir des gens, des milliers de gens qui vont à l'expo, qui se prennent en foot avec tes armes. Et là, il y a un vrai truc très particulier dans ton petit âme d'artiste qui se passe quand même. C'est très étrange. C'est effrayant et en même temps c'est hyper jouissif. Enfin, il y a tout un truc très spécial qui se Mm. passe. Surtout quand tu as une culture qui touche aux jeux vidéo, je pense, depuis ta Ouais, jeunesse. Enfin, j'imagine que tu as toujours. ouais, complètement. Moi, je suis une enfant. J'ai toujours dit que j'étais un peu une enfant de ce que j'appelle la télé, c'est-à-dire j'ai beaucoup consommé la télé, les jeux Mm. vidéo, la Game Boy Color, c'était mon truc. Tu vois, vraiment, j'étais très console portable et tout, et ou console de salon plus que PC, on va dire. Et en fait, heureusement, finalement, c'était dans un sens que Genshin, tu vois, dont j'étais fan depuis 1 an ou 2. Ouais, Mais je me dis, j'aurais vécu ça avec du Zelda, pour changer. Je pense que je pleure, tu vois. Enfin, ouais, vraiment, je je pense comprends. qu'il y a une sorte de but ultime atteint qui est vraiment fou. Mm, mm. Clairement. Ok, bah super. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter au sujet de l'impression, si tu voulais donner des conseils. Je sais pas s'il y a des personnes à Euh, suivre, à part toi, évidemment, et Valentin. un bon modélisateur 3D, enfin, je vais donner le nom de la personne dont j'aime le plus le travail en termes de sculpture numérique. C'est une Canadienne, en plus que je trouve très sympa, qui s'appelle Porzellan Props. Ok, Je trouve qu'en termes de, comment on appelle ça? En termes de sculpture numérique, c'est elle qui a les lignes et les volumes les plus intéressants. Parce que du coup, moi, j'ai un regard assez critique aussi sur ce que j'appelle la ligne. mm, C'est-à-dire, on peut tous faire la même épée, mais on va tous la faire différemment, tu vois, ouais, avec des proportions et tout. On a beau avoir la même image de référence, ça va changer. Et elle, je trouve que c'est vraiment celle qui a, esthétiquement, c'est vraiment très joli ce qu'elle fait. Et toutes ses armes, tous ses accessoires, c'est toujours bien fait, quoi. La sculpture, elle est vraiment jolie. Et du coup, j'aime bien. Puis on a un univers très semblable, donc forcément, ça me parle bien. Mais tu vois, elle aime bien les Magical Girls comme moi, donc elle fait pas mal de trucs de Magical Girl et tout. Et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail et j'aime bien suivre. Une autre personne, alors c'est pas que modélisation 3D, mais c'est un props maker dont j'admire énormément le travail. Je me lasse pas de voir son travail. C'est Volpin Props, un américain, qui est très connu, hein, mais vraiment je vois. c'est fou ce qu'il fait. Enfin, on a un niveau de, c'est un professionnel, hein, on est sur du niveau incroyable, mais il partage beaucoup de work in progress, il montre beaucoup comment il fait, et il fait du coup beaucoup d'impression 3D parce qu'il s'en sert comme ce qu'on appelle master pour de la résine. Donc en fait, il D'accord, modélise, il imprime en 3D, il ponce, et ensuite il va mouler l'impression 3D pour ensuite faire des tirages résine. d'accord, ok. Donc c'est hyper intéressant de travailler l'impression 3D comme ça aussi. C'est une approche différente de la technique qui est très intéressante, et du coup avec lui on le voit pas mal. Et une personne qui fait ça en France, donc avec un contenu français, c'est Arborealki, Ouais, qui fait beaucoup de castes d'impression 3D pour couler en résine par la suite. Et ça, je pense, c'est des techniques hyper intéressantes. Elle n'est pas spécialisée impression 3D, elle est spécialisée props making en général, donc mhm, tout type de technique. Mais je pense que c'est des personnes qui sont intéressantes à voir parce qu'elles travaillent ça de manière aussi différente, tu vois. ouais, ouais, ouais.
Et c'est vrai que toute la partie whip, c'est toujours intéressant, ça. Ouais. Qu'on Ouais, soit, ouais. qu'on soit spécialisé ou pas dans le domaine, on a envie de voir, quoi. Ouais, puis en fait, ça donne des idées pour d'autres techniques, tu Ouais, vois. Même si tu fais clairement. pas que de l'impression 3D, tu peux choper des techniques pour des figurines, pour ceux qui font de la figurine, pour de la mousse, pour de la résine. Enfin, tu chopes des techniques de tout et n'importe quoi, même avec l'impression 3D. Donc, ouais, je dirais Port Zélande pour les modèles 3D, vraiment, moi, c'est ma top one, quoi. C'est vraiment celle que je préfère. Et après, en termes de travail de matière en général, c'est Volpine et Arboré-Alki. Je trouve que c'est passionnant. Et bien sûr, je peux pas ne pas parler de. Alors, elle fait pas beaucoup d'impression 3D, par contre. Mais sur le Prost Making, Elocine, moi, je suis fan aussi. Ouais. Sur Twitch, tu vois beaucoup. Je vous conseille plutôt le Twitch où elle montre son craft. Et vraiment, c'est impressionnant et très intéressant à voir. Bah, c'est noté. Je mettrai tout ça dans la description d'épisode pour qu'on puisse les retrouver. Et puis, du coup, toi, on fait un petit rappel. On peut te retrouver sur Instagram, donc Enlina et Enlina Props. Ouais, c'est Ton ça. site web. Exactement, elina.com. Et dans le site web, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a une partie qu'on a appelée tutoriel et ressources. Oui. On est en train de mettre à jour de plus en plus. C'est une forme blog plutôt. Où du coup, l'idée, c'est aussi de partager des ressources et des tutos et plein de choses comme ça pour aider les gens, pas que dans l'impression 3D, principalement dans l'impression 3D, mais pas que dans la couture, dans plein de choses. Donc, faut pas hésiter à aller checker. Après, on met petit à petit parce que, avec tout ce qu'on fait, ça peut demander du temps. Ça Mais prend du temps, cette c'est partie sûr, ouais. existe. Ok. Et ta chaîne YouTube, du coup, Mm. où on peut Ouais. Il y a retrouver. d'ailleurs une vidéo entière sur l'impression 3D dessus, où je vulgarise tout et je montre de A à Z comment je fais à l'impression 3D. Donc peut-être que là, pour les gens qui ont besoin de visuel, parce qu'il y en a avec qui l'audio c'est peut-être pas suffisant, il y a le visuel pour voir à quoi ça ressemble, ça peut être intéressant. Eh ben, c'est noté. Je mettrai tous les liens. En tout cas, je te remercie pour le temps que tu as passé avec nous. C'était super intéressant, Merci vraiment. à toi, c'était trop chouette. Et puis si tu veux revenir traiter d'autres sujets, peut-être avec Valentin, s'il a envie, ça serait avec grand plaisir. Avec plaisir. Et alors je veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il serait ravi. Ça Le marche, connaissant, je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Et puis il a carrément. plein de choses intelligentes et intéressantes et pertinentes à raconter. Donc faut pas hésiter à lui proposer. Quand j'ai démarré le projet, on m'a demandé si j'allais avoir des idées pour assez d'épisodes et je crois que la réponse est claire. Ouais. Il y a assez d'idées pour 10 000 épisodes. C'est ça, Donc, puis plus t'en fais, plus t'as des idées, hein. c'est ça, c'est ça. Et puis bon, les invités viennent avec leurs idées aussi qui sont super chouettes. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous dans le chat d'être venus. On a beaucoup parlé, je vous ai pas forcément beaucoup sollicité, mais merci d'être là. Oui, merci d'avoir suivi et merci à ceux qui écoutent après en replay. Voilà, on sera sur Spotify, Apple Podcast, YouTube et compagnie. Parfait. Merci à toi, je te souhaite une bonne soirée et à tout Merci bientôt. à toi. À bientôt. À bientôt. Bye. Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.